France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. George Sand au siècle des révolutions, engagement d'une femme de lettres. Le temps de George Sand est marqué par des révolutions, celle du passé, la Révolution française, et celle auxquelles elle assiste. Observatrice ou actrice, les Trois Glorieuses en 1830, la Révolution de 1848, la Commune insurrectionnelle de Paris, puis des coups de force aussi, le coup d'État du 2 décembre 1851. Et il y a des révolutions plus silencieuses, invisibles, celle de la pensée, celle des femmes, la révolution sociale aussi. George Sand est toujours là. Assez. Assez, vainqueur. Épargne les forts comme les faibles. Épargne les femmes qui pleurent comme les hommes qui ne pleurent pas. Sois doux et humain puisque tu en as envie. Tant d'êtres innocents ou malheureux en ont besoin. George Sand qui, le 20 janvier 1852, écrit une lettre au prince Louis-Napoléon Bonaparte, alors encore président de la République. Il vient de faire son coup d'État quand même. Il n'est pas encore Napoléon III. C'est une lecture de Pauline Ziadé dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, pour nous parler des engagements politiques de George Sand, Carole Rivière, bonjour. Bonjour. Vous avez, travaillé, c'est le titre de votre thèse, sur George Sand en politique, réseau, pratique et culture d'une femme de lettres républicaine. Vous couvrez ces années de 1830 à 1876, c'est-à-dire jusqu'à la mort de George Sand. Et Michel Perrault. Bonjour Michel Perrault. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure émérite des universités et surtout grande connaisseuse de George Sand. Il n'est qu'à citer George Sand à Nohant que vous avez pu écrire. Et puis, ces femmes rebelles où nous trouvons Olympe de Gouges, Flora Tristan et George Sand. Elle s'inscrit dans cette histoire-là, dans cette lignée de femmes qui ont pensé et qui ont agi. Oui, c'est une femme rebelle dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Elle a été contre tous les préjugés et les stéréotypes de son temps. Y compris en politique, comme on va le voir aujourd'hui. Carole Rivière, c'est vrai que l'action politique de George Sand nécessite de replacer George Sand dans son univers social, c'est une chose, et puis aussi parce qu'elle est femme. L'action des femmes en politique, il y a George Sand, mais qui s'inscrit dans une action beaucoup plus vaste. C'est toujours le piège de ne voir qu'une personne et d'oublier l'action de toutes celles qui ont contribué aussi à faire bouger les choses. Oui, George Sand, c'est une précurseur, comme vient de le dire Michel. Avant elle, il y avait eu Madame de Staël aussi, à Coppet, qui avait été vraiment la grande opposante à Napoléon Ier. Mais George Sand, elle ouvre aussi une voie à d'autres femmes pour la suite. Et puis, George Sand, elle n'est pas seule aussi en politique. Elle s'appuie sur tout un réseau politique d'hommes autour d'elle, qu'elle construit depuis son enfance et tout au long de sa vie. Important d'avoir cité l'enfance, parce que là, nous avons besoin, et nous savons combien l'environnement familial permet de comprendre notre construction politique, nous avons besoin de rappeler d'où vient George Sand, parce que il y a un côté paternel qui nous conduit vers la haute aristocratie, un côté maternel qui est beaucoup plus modeste. Michel Perrault, George Sand, quand elle est jeune, du côté de Nohant, comment se construit-elle politiquement ? Elle a une enfance très libre. Elle a perdu son père, elle avait 4 ans, d'un idiot accident à côté de la Châtre, à côté de Nohant, alors qu'il avait fait les campagnes napoléoniennes. Bon. Et elle est élevée par sa grand-mère, Marie-Aurore Dupin, et sa mère. Sa mère est comme on dit, une petite ouvrière de Paris. Ça a été un mariage d'amour, mais une mésalliance, comme disait la grand-mère. Et par conséquent, elle est un petit peu disputée entre sa grand-mère et sa mère. Elle passe du temps dans les deux lieux. Mais à Nohant, elle fréquente les petits paysans du coin avec lesquels elle fait les 400 coups. Elle a une petite amie, Ursule, qui deviendra sa couturière, d'ailleurs, plus tard. Et la grand-mère est une femme éclairée, tout à fait. Mais hélas, cette grand-mère meurt. Et c'est à ce moment-là que sa mère lui dit il faut que tu te maries, et après ça sera un mariage assez désastreux. Parce que George Sand, petite fille qui joue avec les petits copains, les petites copines dans le Berry, n'oublie pas non plus sa situation sociale, parce qu'il ne faudrait pas imaginer George Sand à la ferme à courir en sabots avec les autres.
Elle disait « Je suis la fille d'un patricien et d'une bohémienne. Et je serai avec le peuple et ses suppôts. » Voilà. Carole Rivière. Et effectivement, c'est une femme entre deux mondes d'un point de vue social, mais son père et sa grand-mère, avant de mourir, lui donnent accès finalement aux familles de l'arrondissement de la Châtre, les familles de notables qui avaient des charges sous l'Ancien Régime, qui se reconvertissent sous la Révolution française, le Premier Empire, et qui petit à petit vont être écartés du pouvoir avec la Restauration en 1814-1815, avec la monarchie qui revient. Et ça va former un espèce de milieu, un melting pot de républicains, de libéraux, dans cette espèce de légende napoléonienne. Et George Sand, finalement, elle grandit dans un milieu très politisé. Oui, parce qu'elle naît en 1804, c'est-à-dire au moment où Napoléon devient empereur, et elle vit ses premières années. Alors, la conscience politique d'un tout petit enfant, je ne sais pas ici si c'est pertinent, mais malgré tout, l'univers que vous nous évoquez là d'une jeune fille, ça l'est, parce que elle a une dizaine d'années quand il y a la première abdication de Napoléon, elle a 11 ans quand il y a Waterloo. Donc, elle assiste à tout cela. Et après, vous venez de nous dire, Carole Rivière, que c'est le retour des Bourbons, c'est la restauration. Comment cela est perçu d'ailleurs dans la famille de George Sand? Parce que le père, lui, avait fait des campagnes, vous nous le disiez, Michel Perrault, napoléoniennes. Ils ne sont pas favorables à cette vieille monarchie. Ce sont déjà des républicains. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire quand même. Non, ils ne sont pas républicains, mais ils sont bonapartistes, enfin napoléoniens. C'est pas la même chose que Napoléon s'est quand même battu contre la monarchie, contre la monarchie royaliste, disons. Donc il y a cela, et puis il va y avoir la Révolution de 1830. Elle est très jeune encore, puisqu'elle est née en 1804, et à ce moment-là, il y a beaucoup d'espoir de sa part, et c'est à ce moment-là qu'elle devient républicaine. À ce moment-là, elle dit « je suis républicaine ». Voilà, oui, on a des lettres d'elle. Comme tous les diables. Elle rajoute ça, comme tous les diables, républicaine comme tous les diables. Oui. La Révolution de 1830, c'est celle qui chasse le roi Charles X, et donc c'est la monarchie de Juillet qui arrive juste après. Cette Révolution de 1830, vous dites, vous Michel Perrault, voilà, c'est un moment de conscience politique. Mais pour bien saisir... C'est pas parce qu'on apprend qu'il y a une révolution qui a chassé un roi qu'on devient républicain, républicaine. Elle a construit cette pensée-là auparavant, par ses lectures, par ses rencontres. Oui, elle a eu une éducation assez traditionnelle tout de même, puisque pendant son adolescence, elle était au couvent des dames anglaises, qui étaient à Paris d'ailleurs. Mais elle a pris conscience de l'importance de l'écriture. Elle dit quelque part, nous avions toute la rage d'écrire. Et écrire, c'est lire aussi. Donc, il y a toute une fermentation qui se fait à ce moment-là. Et ensuite, quand elle rentre à Nohant, alors les conversations avec sa grand-mère ont été très importantes. Et l'admiration pour son père, voilà. C'était un soldat d'Empire, Il avait fait les campagnes d'Italie, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'il avait rencontré la mère de George Sand, qui était cantinière, faut pas l'oublier, qui était cantinière aux armées. C'est comme ça qu'il l'a rencontrée, c'est comme ça qu'il l'a épousée. Donc ça montre aussi des gens sans trop de préjugés sociaux. Oui, c'est important ça, c'est très important. Carole Rivière, pour bien saisir, j'entends l'univers familial de George Sand, avec ce culte de Napoléon, une méfiance envers cette vieille aristocratie, ou en tout cas l'Ancien Régime. Il y a toutes ces idées de la Révolution qui sont portées par l'Empire. Mais en 1830... Charles X est renversé. La proposition qui est faite, la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, c'est une réconciliation. Louis-Philippe, il accepte qu'on parle de Napoléon. En toute logique, sans faire du chrony, mais une famille telle que celle de George Sand aurait pu être séduite par la proposition de la monarchie de Juillet, une monarchie adoucie, où le souvenir napoléonien n'est pas écarté. George Sand, elle dit « je suis républicaine ». Donc déjà, il y a comme un décalage ici. Il y a un décalage. Très vite, en plus, les républicains, donc c'est une républicaine de la première heure, mais vont être déçus. Il va y avoir de grandes désillusions dans ces forces républicaines. Et puis, alors quand même, tout de même, à l'été 1830, elle s'engage, alors de manière dans la sphère privée, il rédige avec
elle et ses amis, une espèce de charte modèle. C'est très intéressant. On retrouve ça en fait dans sa correspondance, où une espèce de constitution d'un texte où le suffrage universel est déjà au cœur de ce texte, la fraternité. Et finalement, ils vont brûler très rapidement ce texte parce qu'ils vont bien voir que la monarchie de Juillet ne prend pas du tout le tournant qu'ils veulent. Oui, parce que c'est le suffrage censitaire. C'est seuls ceux qui payent des impôts. Juste ce suffrage universel imaginé par George Sand, est-il un suffrage authentiquement universel ou le suffrage universel masculin, comme c'est le cas souvent au 19e siècle? D'abord masculin, parce qu'elle pense, je pense qu'on va peut-être en parler après, que de toute façon les femmes pour l'instant sont d'éternelles mineures depuis le Code civil de 1804, donc elles n'ont pas encore les droits politiques comme peuvent avoir les hommes, les citoyens. Michel Perrault, alors là, s'il est une historienne du féminisme, vous êtes là, et surtout de la réflexion de la place des femmes dans cette histoire. D'ailleurs, Le temps des féminismes, je le rappelle, c'est l'ouvrage que vous avez écrit avec Eduardo Castillo. Ce temps des féminismes, et même 7 ans, parce qu'il y a tant de choses à dire sur cette évolution lente, à des rythmes différents. George Sand, elle, et c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, a un regard particulier sur la place des femmes en politique. Elle qui agit malgré tout. Oui, absolument. Carole vient de le dire très bien. Les droits civils d'abord. Comme elle disait, l'infâme code civil. Parce que c'était vraiment ça la marque de ce que nous appelons maintenant la domination masculine. Donc, il y a d'ailleurs eu à l'époque un conflit entre elle et les femmes de 48, celles qu'on appelle les femmes de 48. Les femmes de 48, c'est Eugénie Boyer, Jeanne de Rouen, un certain nombre d'autres. Elles voulaient que les femmes votent. Et elles ont mis en tête de leur liste, mais ça nous sommes en 1848, elles mettent George Sand comme candidate, sans lui en avoir parlé. Voilà, c'est une erreur, parce que George Sand n'aimait pas être manipulé. Et quand elle découvre que on la met en tête d'une liste sans lui avoir demandé, elle est choquée et elle dit non. Je ne suis pas votre candidat. De toute façon, les femmes doivent d'abord avoir leurs droits civils, parce que si elles ne les ont pas, elles voteront comme leur père, leur mari, leur ceci, leur cela. D'abord la liberté civile, d'abord l'égalité civile. Oui, parce que nous sommes dans un monde en pleine transformation, on l'entend bien, une transformation liée au bouleversement politique de ce temps, ce siècle des révolutions, lié aux bouleversements sociaux aussi, c'est l'industrialisation. Et dans les années 1830, d'ailleurs, elle construit sa pensée, parce que Carole Rivière, vous nous le disiez, la révolution de 1830, ces 3 glorieuses, conduit très vite à une forme de déception. Le pouvoir met de l'ordre très rapidement et les émeutes sont réprimées violemment. Là, en revanche, il y a une effervescence de la pensée à laquelle participe George Sand. Oui, George Sand, en plus, va aller à Paris pour sa carrière littéraire. Et puis, elle va en fait venir à Paris avec ses amis berrichons, dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces familles de notables de La Châtre, qui vont faire leurs études de droit, de médecine. Et donc, il y a une effervescence dans ce quartier latin où elle va habiter quelque temps. Et c'est à ce moment-là, en 1835 notamment, qu'elle va assister au fameux procès monstre. Ce procès monstre où on va juger les centaines de canuts lyonnais, ces ouvriers de la soie qui s'étaient révoltés dans les années, donc au début des années 1830, et qui vont être fortement réprimés par cette monarchie de Juillet. À ce moment-là, c'est un véritable congrès républicain où elle va faire des rencontres qui vont être décisives pour sa pensée politique. L'abbé de Lamennais, Pierre Leroux, Ledru-Rollin, et puis l'orateur Michel de Bourges aussi, qu'elle va rencontrer à la faveur de ce grand cénacle. L'historienne a accès à la pensée de George Sand par les textes, les correspondances, tout ce qui a pu être publié. Dites-nous, Michel Perrault, la conversation de George Sand. Ça nous manque quand même. On a envie de la voir, cette conversation. Parce que vous citez ces noms-là, Ledru-Rollin, Pierre Leroux, mais ça devait être exceptionnel, ces échanges-là. C'est ce qui constitue ensuite sa pensée. Ah oui, absolument. Et on en a beaucoup de traces de plusieurs manières. D'abord par sa correspondance. Il y a une extraordinaire correspondance qui a été publiée par Georges Lubin. Tous les Sandiens doivent beaucoup à Georges Lubin, décédé depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est très important. Et puis dans Histoire de ma vie,
Elle a écrit entre 1843 et par là, elle a écrit Histoire de ma vie, et c'est formidable. C'est formidable sur elle, et c'est formidable sur l'époque aussi. Oui, parce que cette époque, c'est une époque d'effervescence intellectuelle. On le voit bien sur la volonté de comprendre ce monde en changement. Et d'ailleurs, même nous, aujourd'hui, nous avons du mal à le saisir tellement tout va très vite. C'est cela aussi, Carole Rivière. Et je le rappelle, vous avez étudié tous ces réseaux autour de George Sand. C'est cela, ce sont des gens qu'elle rencontre. Il faut imaginer que ce soit à Nohant ou ailleurs, des heures passées à refaire le monde. Oui, c'est vraiment ces années 1830 et même 1840, un laboratoire intellectuel en fait. Laboratoire intellectuel, surtout que Pierre Leroux, dont je parlais tout à l'heure, grand penseur qui va penser justement le socialisme, puisque la misère ouvrière augmente de plus en plus avec l'industrialisation de l'Europe. On invente en fait ces écoles socialistes qu'on va qualifier après d'utopiques de manière très péjorative. Mais George Sand, elle baigne dans ce milieu, et Pierre Leroux va s'installer à Boussac, en Creuse, à environ une 30aine de kilomètres de Nohant. Donc, ils vont se voir. Ils vont même organiser des banquets en plein air, au Pierre Jaumâtre, pour ceux qui connaissent dans la Creuse. Enfin, c'est formidable cet échange, en fait, à côté l'un de l'autre, finalement, dans les années 1840. Pierre Leroux. C'est en 1835 qu'il fut pour elle le sauveur. 35, 36, 37, elle était absolument au désespoir. Elle a été littéralement sauvée par cet homme qu'elle considérait comme un nouveau Platon ou comme un nouveau Christ. Ça a fait rire, mais je crois qu'elle a eu entièrement raison. Et que tout le désespoir qu'il habitait depuis très longtemps et qu'elle communiquait à quantité de ses lectrices et de ses lecteurs dans le monde entier, eh bien, a été changé en espérance. Et dans une espérance qu'elle ne quittera plus jamais. Grâce à Pierre Leroux, dont elle est devenue, c'est elle qui le dit, le vulgarisateur à la plume diligente. Alors, on peut facilement énumérer une douzaine des chefs-d'œuvre de George Sand, dont elle dit « c'est Pierre qui me les a faits ». Ce sont des enfants qu'on a bien tort de mettre uniquement sur son nom. Il faudrait au fond les rééditer, George Sand et Pierre Leroux. Et ce qui est proprement unique, c'est le fait qu'ils ont fondé ensemble en 1841 une revue qui s'appelle la Revue Indépendante, et que dans l'année 1842, il n'est pas un seul révolutionnaire européen qui ne lise et ne discute attentivement, d'une part, les 50 pages mensuelles que Leroux produit, et d'autre part, les 50 pages où George Sand romance en sentiment, en amour et aussi en révolution les idées de Leroux. Et alors c'est là la grande influence internationale de Leroux, le moment où tout le monde parle de ses idées et où il est le plus génial de tous les Européens, c'est 1842, en même temps grâce à cette revue fondée avec George Sand. C'est Jacques Viard que nous venons d'entendre et qui venait de faire paraître en 1983 son ouvrage Pierre Leroux et les socialistes européens. Donc là, nous avons le socialisme. Alors c'est toujours le piège pour le chercheur, la chercheuse, cet effet loupe où l'on voit son sujet d'étude comme majeur, parce que Carole Rivière, les ouvrages de George Sand qui auraient pu être signés de deux noms, vous nuancez ? Oh, franchement, oui, effectivement. Pierre Leroux, alors, a eu bien sûr une influence, mais il n'est pas le seul. Je vous ai parlé de l'abbé de Lamennais, puis de Michel de Bourges, bien sûr, qui ont été les trois grands penseurs à l'origine de cette conversion, comme elle dit, une conversion républicaine. Après, effectivement, les conversations influencent forcément les romans, les pièces de théâtre, enfin, tout ce qu'elle peut vivre influence son œuvre. Et son écriture est un outil politique aussi pour ces penseurs. C'est vraiment c'est un média finalement aussi pour porter leurs idées. Michel Perrault, vous nous l'avez montré, comment George Sand est devenue républicaine en 1830, mais en écoutant Carole Rivière, là, je me dis, George Sand de républicaine va devenir socialiste. C'est pas exactement la même chose. On peut être républicain sous plein de formes. Le socialisme, c'est encore un autre engagement. Et ça, c'est ce qui se construit dans les années 1830 pour George Sand. Oui, 1840 plutôt peut-être. Pour elle disait, ma passion, c'est l'égalité. Elle avait une vive conscience d'avoir des privilèges. Et par conséquent, il fallait
abolir tout ça. Il fallait faire une deuxième révolution sociale, absolument. Et c'est en effet très très important pour elle. Elle a beaucoup écrit là-dessus. Dans ses romans, elle fait passer aussi ses idées républicaines en créant aussi des personnages féminins tout à fait intéressants, Consuelo par exemple, qui sont des femmes libres qui galopent, hein, au sens physique, parce que faut pas oublier que George Sand était une excellente cavalière, hein. Elle aimait beaucoup monter à cheval, elle montait très bien. Donc il y avait une espèce de liberté du corps qui est assez neuve tout de même à l'époque, en même temps qu'une grande liberté d'esprit. Et l'égalité sociale, c'était véritablement ce qui comptait beaucoup pour elle. Elle avait très vive conscience de ça. Et d'ailleurs, George Sand est souvent résumé au fait qu'elle ait porté des vêtements d'homme. Et là, c'est cette histoire de corps, c'est en marge de notre histoire, mais malgré tout, ça en fait partie. Cette histoire de corps, très important. Cette liberté du corps pour George Sand, c'est très important pour les femmes. C'est très important, et on doit dire que Deschartres, qui était Deschartres? C'était le précepteur du père, et ça a été le sien, etc., qui était un ancien prêtre défroqué à la Révolution, était très moderne, et il lui disait, mais voyons Aurore, elle s'appelait Aurore, hein, Aurore, mettez des vêtements d'homme, vous pouvez pas monter à cheval comme ça. Autrement dit, elle a eu aussi des alliés. Hein, et le climat dans lequel elle a vécu, entre sa grand-mère et Deschartres, il y avait aussi des possibilités de liberté. Hein, merci beaucoup, important. Parce que vous nous donnez là peu à peu tous les éléments pour saisir l'engagement politique de George Sand, et nous voyons cette évolution-là avec donc à partir de 1830 le républicanisme qui est une évidence, et peu à peu dans la construction de George Sand le socialisme. Et là nous nous trouvons dans les années 1840, toujours sous la monarchie de Juillet, cette monarchie de Juillet qui est un régime très bourgeois, on va dire que voilà, les possédants sont confortés, et puis la domination masculine là aussi est confortée. Le Code civil de Napoléon, c'est une vieille chose, mais pourtant il n'est pas du tout remis en cause. Et ça, c'est quelque chose dont George Sand a conscience, de toutes ces inégalités pour quelqu'un qui prône la liberté. Oui, et c'est ce qui va finalement donner son entrée en politique de manière publique. Cette fois, en 1843, elle va rentrer dans l'arène publique avec l'affaire Fanchette. Alors, l'affaire Fanchette, c'est du nom d'une jeune fille qui cumule en fait deux choses qui, d'un point de vue social, sont réprimées. C'est le vagabondage, à cette époque, qui était réprimé. Et puis aussi, elle a un handicap. Alors, on ne parlait pas de handicap à cette époque-là. Elle est sourde et muette. C'est une jeune fille de 14-15 ans qui est retrouvée dans les environs de La Châtre, qui va être prise en charge par les sœurs de l'hospice de La Châtre, qui vont la trouver un petit peu encombrante, cette jeune Fanchette, et puis qui vont la faire perdre, qui vont payer quelqu'un, le conducteur de la diligence, pour la faire perdre dans la campagne. Et c'est couvert par le procureur du roi de La Châtre, et George Sand dénonce ce qu'elle appelle un crime d'innocenticide. Donc là, on voit bien que l'indignation chez George Sand a été vraiment le moteur de son écriture, et ça sera plusieurs fois la même chose dans sa vie. L'affaire Fanchette. Dans quel état de souillure et d'abjection l'infortunée Fanchette va-t-elle être ramenée chez les sœurs de l'hôpital ? Le venin de la prostitution n'est-il pas déjà dans les veines de cette créature innocente dans l'infamie, puisqu'elle est privée de la connaissance du bien et du mal ? Dira-t-on que chacun doit se garder soi-même, et que la société n'a point de devoir à remplir envers ceux qui n'en comprennent pas la notion du devoir ? Non, personne ne le dira. Il n'est pas une mère, dans ces heureuses classes où l'honneur est si précieusement gardé et la pudeur si tendrement protégée, qui ne sente son cœur ému de douleur et d'indignation à l'idée des misères de Fanchette. Détournons les yeux de ces spectacles d'iniquité et prions Dieu pour les faibles, puisque les hommes sont sourds. George Sand. Lecture de Pauline Ziadé de cette
Lettre de George Sand, rédacteur en chef de la revue indépendante. Nous étions en 1843. Michel Perrault, cette affaire Fanchette commence comme un roman quand même. Une jeune fille sourde, muette, laissée chez des bonnes sœurs qui veulent s'en débarrasser, qui payent quelqu'un pour aller l'acheter dans la campagne au loin. Ça commence comme un roman, mais ça se termine surtout comme une affaire politique et un engagement très fort, politique et social. Oui, absolument. L'affaire Fanchette est très, très importante. Et George Sand a pris, au fond, un fait divers. Voilà. Les faits divers commençaient à avoir dans la presse de plus en plus d'importance. Dominique Khalifa l'a montré jadis. Et à partir de l'affaire Fanchette, elle fait toutes les démarches dont on a parlé auprès des autorités et dans l'opinion publique. Voilà, c'est véritablement très important. C'est un moment de révolte. Un moment de révolte, parce que c'est cela aussi que l'on sent. C'est face à l'injustice, ce sentiment qu'il faut faire quelque chose, que ce n'est pas admissible. Et c'est en ça que George Sand nous intéresse, pour comprendre ce qu'est l'engagement aussi. L'indifférence, on le sait bien, et c'est commun partout dans l'humanité, c'est aussi une forme de protection. On laisse les choses passer. Vous nous avez dit que le procureur du roi avait couvert la chose. Alors, s'il y a le procureur du roi, George Sand, elle ne peut pas l'accepter. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a cette volonté d'engagement. Carole Rivière, nous le voyons dans son observation des moments de révolution, sur un fait divers ici. En fait, c'est sans cesse que George Sand, au quotidien même, s'engage. Elle va voir les paysans. Elle est tout le temps en action et en contact avec les autres. Ah oui, c'est une femme très engagée, comme beaucoup d'homologues aussi de son temps quand même. On pense à Victor Hugo, on pense à Alphonse de Lamartine, mais elle, c'est une femme. Donc, être engagée en tant que femme dans l'espace public, c'est singulier dans les années 1830, 1840 et puis au cours de son siècle. Dans les années 1840, elle s'engage pour cette jeune Fanchette, mais elle s'engage aussi finalement pour tous les opprimés. Elle va écrire de magnifiques textes pour, par exemple, les ouvriers boulangers de Paris qui pétrissent le pain, qu'on appelle les geindres, parce qu'on entend leurs plaintes la nuit en train de pétrir. Enfin, c'est terrible, alors que le pain, c'est quand même la base de l'alimentation. Et George Sand, elle se fait en polémiste. Elle lance des débats, et en cela, c'est une vraie citoyenne de son temps, alors qu'elle ne peut ni voter, ni être élue. Oui. C'est vrai, parce qu'il faut rappeler ça, elle est complètement exclue de l'univers politique, si ce n'est par tout ce qu'elle a pu construire à Nohant. Michel Perrault, George Sand à Nohant. C'est cela aussi, par les conversations, par les gens qu'elle reçoit, et puis par ses correspondances. Il y a une action politique. Elle ne peut pas voter, elle ne peut pas être élue, mais elle fait œuvre de femme politique. Oui, il y a un extraordinaire contraste entre cette maison de Nohant, qui est une maison isolée dans un hameau, la petite ville de La Châtre à quelques kilomètres, qu'il ne l'aime pas. Il faut bien voir que les gens de La Châtre trouvent George Sand complètement extravagante. Et elle est en conflit avec eux. Ça, alors, très, très souvent. Bien sûr, elle a quelques amis tout de même. Mais autrement dit, elle impose sa pensée. Et tous ces gens qui viennent la voir, qui viennent de l'Europe entière pour la voir. Quelquefois même, il est arrivé, en dépit des grandes difficultés de communication, parce qu'il faut bien voir que le chemin de fer existe depuis 1847 pour Châteauroux. Mais Châteauroux est à 30 kilomètres à peu près de La Châtre. Et là, il n'y a rien. Autrement dit, il faut y aller avec des chevaux. Et étant donné la mauvaise qualité des chemins, il fallait quelquefois 3 heures pour aller de Châteauroux à Nohant. Alors, quand elle dit à ses amis « venez, venez, venez », c'est pas simple d'y aller du tout. Et pourtant, ils viennent. Et il y a même des gens qui sont venus un peu, c'est un phénomène de starification déjà, qui viennent pour voir Madame Sand. Et qui font tout ce trajet-là pour essayer de l'apercevoir. C'est tout à fait surprenant aussi. Carole Rivière. À la fin de sa vie, je rejoins tout à fait ce que dit Michel, il y a même l'empereur du Brésil qui écrit en fait pour rencontrer George Sand, parce que c'est la grande figure du romantisme, certes, mais c'est aussi la grande femme. Alors,
À l'époque, dans la presse internationale, on parlait même d'une femme d'État, qu'on ne parlait pas du tout en France. Et l'empereur du Brésil, qui est un empereur lui, très progressiste, un peu éclairé, il vient faire une tournée européenne et il veut voir George Sand. Voilà. Ça, c'est Ah oui, mais c'est significatif. D'ailleurs, Carole Rivière, vous êtes la commissaire scientifique d'une exposition caricaturée George Sand de la satire à l'égérie républicaine. C'est aux archives départementales de l'Indre et c'est en partenariat avec le musée George Sand et de la vallée noire de la Châtre, avec ici des caricatures. George Sand est connu. Vous faites un geste de la main pour dire ah oui, drôlement. Non, mais c'est incroyable comment elle est caricaturée. Tout chez elle peut se prêter à la caricature au 19e siècle. Alors bien sûr, la femme de lettres. Comment une femme à son époque peut-elle écrire autant ? Donc, elle a eu beaucoup même d'homologues qui l'ont Baudelaire, Nietzsche, Stendhal, qui l'ont traité de vache laitière de la littérature. Voilà, c'est terrible. On les considère comme des bas-bleus, ces femmes qui écrivent. En plus, elles fument énormément, donc c'est la fumeuse ou l'enfumeuse. Donc là, encore une caricature. Ensuite, elle a porté le pantalon. Donc, une femme qui porte le pantalon, c'est considéré comme un travestissement. Et puis, elle agit en politique. Alors là, une femme en politique, ça n'est pas possible. Ah oui, mais tout ça fait que nous avons avec George Sand une personne qui dénote dans son monde, mais qui en même temps fascine. Et c'est ce qu'on entend, et c'est l'ensemble de ces paradoxes que nous évoquons dans cette série du cours de l'histoire, George Sand, histoire de ses vies. Ce paradoxe d'enfance entre l'aristocratie et le milieu modeste, entre ce monde très populaire du Berry et puis ces mondes ouvriers qu'elle observe aussi, et puis sa posture de femme dans un monde particulièrement masculin où elle arrive à s'imposer. C'est ça sans doute aussi sa force, c'est qu'elle est légitime. Michel Perrault, George Sand, c'est une personne incontournable de la littérature, sans doute de la pensée aussi. Et c'est ça qui nous intéresse. Là, son engagement a une influence sur d'autres. Ah oui, bien sûr, beaucoup d'influence. Elle était très lue, elle avait beaucoup de succès. Et souvent, elle s'adresse à mes chères lectrices. Elle avait probablement, majoritairement, un public féminin. Ce public féminin qui, dans les journaux de l'époque, se précipite sur ce qu'on appelle les rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée, c'est le bas des feuilles de journaux, naturellement. Et c'est là que les romans étaient imprimés. Alors, bon, les femmes, souvent, regardent de ce côté-là. Mais elle n'avait pas que des femmes. Elle avait une très bonne relation avec les hommes. Elle était très capable d'amour, évidemment, nous le savons, mais d'amitié aussi. Elle avait des amitiés très fortes parce que elle considérait que elle était égale des hommes. Par conséquent, elle pouvait discuter avec eux, faire des choses avec eux, pas seulement l'amour, mais la politique. C'est cette conscience d'elle-même, Carole Rivière, qui permet à George Sand d'adopter cette posture-là. C'est-à-dire que là où, bien souvent, peut-être même pour s'en défendre, la domination masculine est intégrée, eh bien, George Sand en est parfaitement consciente, mais arrive à renverser les choses et à s'en détacher. Et dès lors, elle peut discuter, comme vient de le dire Michel Perrault, avec un homme d'égal à égal. Oui, George Sand, elle est forte déjà, en plus de sa notoriété depuis Indiana 1832. Et puis, elle construit aussi tout un réseau politique tout au long de sa vie qui la conforte et qui lui donne... Alors, peut-être plus qu'une influence, je dirais même une puissance, qui va être à son apogée alors au moment de 1848 de la Deuxième République. Mais finalement, cette puissance... elle arrive à renverser les stéréotypes contre elle. Et Alexis de Tocqueville, le grand penseur de la démocratie, en 1848, dira même d'elle que c'est une manière d'homme politique. Une manière d'homme politique, ça veut dire qu'en plus, lui qui était vraiment contre les femmes en politique, elle avait réussi à renverser ces stéréotypes. Surtout qu'il dit d'elle, dans ses mémoires, que c'est la seule qui a voulu et qui a pu lui dire ce qui se passait dans le camp adverse. Donc il reconnaissait qu'elle avait des capacités d'analyse politique très intéressantes à l'époque. Oui, parce que le roi Louis-Philippe, celui qui est arrivé en 1830, nous l'avons dit, est renversé lors de la Révolution de février 1848. Mais quoi pour lui succéder ? Une république. Alors ça y est, nous avons la deuxième république de notre histoire. Et George Sand, évidemment, n'est pas du tout indifférente à tout cela. Elle n'est pas qu'observatrice, elle est actrice.
Honte et désolation. Lu par Pauline Ziadé, c'est un des bulletins de la République. Nous étions le 6 avril 1848. Michel Perrault, c'est aussi ici ce paradoxe. Vous nous l'avez dit clairement, en 1848, elle refuse d'être placée en tête de liste au moment des élections parce que le vote des femmes, pour George Sand, passe après la conquête d'autres droits. Mais malgré tout, la place des femmes est très importante. Et là, dans ce que dit George Sand, c'est l'action politique, c'est par ses discours au foyer aussi. Le moment 1848, dans la vie de George Sand, c'est important. Et la République est proclamée. Ça y est, la républicaine a une République. Elle a vécu intensément 1848, venant à Paris alors qu'elle était à Nohant, fréquentant le Dru-Rollin et ses amis. Elle avait ses entrées absolument libres partout. Et véritablement, là, elle espère beaucoup. Elle espère véritablement que ça va se faire. On va pas se répéter, mais en effet, ça peut surprendre qu'elle n'ait pas sauté sur l'occasion pour demander le vote des femmes, mais on a déjà dit que elle était un petit peu en conflit avec ça. Ceci dit, il faut quand même le noter parce que il y a beaucoup de féministes qui n'ont pas aimé George Sand à cause de ça, et qui le lui reprochent toujours. Voilà. Donc, c'est en effet bien d'en parler. Ben oui, non, mais c'est important parce que, comme nous le disions, George Sand s'inscrit dans une longue histoire, bien avant elle, du XVIIIe siècle, histoire de la pensée, la Révolution française, et puis elle naît en 1804, mais elle a une influence sur ses contemporains et sur l'après. Et là, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire, parce que George Sand, figure du féminisme, Michel Perrault, ce n'est pas une évidence non plus. Bien sûr, rappelons pour nos auditeurs que le mot féminisme n'existe pas à cette époque. Il est créé à la fin du 19e. Mais enfin bon, on l'emploie parce que c'est commode tout de même. Elle est profonde. Si on entend par féminisme la lutte pour l'égalité des droits, elle est féministe, évidemment. Elle a tracé une voie formidable. Mais par moments, elle met des priorités. On va se répéter à nouveau. Le civil d'abord, le politique après. Et c'est peut-être aussi parce que elle avait des difficultés, comme beaucoup de gens à l'époque, à faire la place du politique. Qu'est-ce que c'est exactement le politique? Est-ce que le social n'est pas plus important? Et vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a eu quand même à l'époque de Louis-Philippe, qu'on est en train de balancer en quelque sorte, des véritables répressions. Il y a eu beaucoup de morts. Et par conséquent, ça, pour elle, c'est la grande réalité. La réalité est sociale d'abord. Carole Rivière, sur cette réalité sociale vue par George Sand. George Sand, alors en 1848, justement, elle essaye d'agir. Vous avez dit que George Sand était en action, c'est exactement ça. Elle essaye d'agir justement dans ce gouvernement provisoire pour avoir des réformes sociales, démocratiques et socialistes. Elle devient démoc-soc, comme on dit à l'époque, en 1848. Et pour cela, elle veut agir de l'intérieur. Elle dit que la politique, c'est une vilaine chose, mais finalement, elle adore la politique. Elle est passionnée par la politique. Et du coup, elle se sent utile à écrire la propagande du ministère de l'Intérieur, qui était tenue à l'époque par le Dru-Rollin. Et c'est une femme puissante parce qu'elle écrit dans les bulletins de la République, qu'on a entendu là à l'instant un extrait, bulletins de la République qui sont envoyés dans toutes les mairies de France. Donc à cette époque-là, une femme qui écrit, qui a vraiment une place dans des bulletins masculins, ça a fait scandale après par la suite. Ça a beaucoup plus fait scandale que ce débat que l'on peut avoir sur le droit de vote des femmes aujourd'hui. À l'époque, c'est plutôt passé inaperçu. C'était pas la priorité du moment. Ça a été vraiment débattu, comme l'a dit Michel, par les féministes après la mort de George Sand. Mais c'est voilà. Après, oui. Et George Sand, alors, est puissante parce qu'elle a aussi placé des amis à des postes très importants, des postes à la préfecture de l'Indre, du Cher, et c'est en cela aussi que finalement elle se rapproche d'une femme politique aussi. Ah oui, femme politique au moment de cette république qui permet le suffrage
universel masculin, il faut bien le rappeler, et puis avec tous ces espoirs, sachant aussi que cette République déçoit, au sens où très rapidement on se rend compte que ce ne sera pas le drapeau rouge et que la République sociale va laisser un peu la place à une République bourgeoise. Mais George Sand est toujours en action dans ces années qui nous intéressent. Nous sommes donc en 1848, février pour la Révolution, puis 49... 50, mais cette République-là n'est pas la République qui lui convient. C'est-à-dire qu'elle agit parce qu'il faut encore faire bouger les choses. Oui, elle est très heureuse quand même dans cette République-là. Ce qui va être plus compliqué, ça va être ensuite avec le Second Empire, évidemment. Hein. Ça, oui. Le coup d'État, c'est un problème. Celui du 2 décembre 1851, Carole Rivière. C'est vrai que le gouvernement provisoire, se restreint, on va dire, la période février, juin, juillet 48. Et après, elle devient donc un peu opposante, vraiment, jusqu'à l'avènement, l'élection du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. Et là, elle devient opposante. Et elle continue d'agir tout de même par la presse. C'est vraiment le grand outil politique pour elle, la presse. À l'époque, il faut bien se rappeler que la presse était surtout parisienne, nationale. Et donc, George Sand, elle pensait que pour politiser les campagnes, si on leur donnait justement le suffrage universel, elles seraient majoritaires. Donc, il fallait absolument politiser les campagnes. Et donc, il fallait décentraliser la presse. Avec ses amis, elle a fondé plusieurs journaux et revues. On a parlé de la revue indépendante. Il y a aussi l'Éclaireur, le Travailleur de l'Indre, en 1849-1850. Et là, elle fédère un groupe d'opposition locale qui sera très important justement au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851. George Sand, romancière, bien sûr, George Sand, épistolaire. Est-ce qu'il y a toute cette correspondance? Et puis, George Sand, journaliste. Ah oui. C'est très, très intéressant. L'Éclaireur de l'Indre, dont vous venez de parler, oui, c'est une création de George Sand. Elle y écrit, elle y publie même certains de ses romans en avant-première, et elle essaie de fédérer tout ce milieu du Berry que Carole Rivière a particulièrement bien étudié dans votre thèse, Carole. Et l'idée du réseau. Alors, évidemment, c'est pas les réseaux comme nous les connaissons maintenant. C'est avec les moyens de diffusion de l'époque, la lettre. L'importance extrême de ce qu'on appelle l'épistolarité, écrire des lettres, ça c'était très important. Il faut bien se représenter Nohant. À Nohant, on termine tard les soirées, très tard. On joue des pièces de théâtre. On discute, etc. Mais elle, vers minuit, elle monte dans sa chambre et elle écrit jusqu'à 4 heures du matin. Et à ce moment-là, elle commence par sa correspondance. Elle écrit toutes ses lettres à tous ces gens auxquels elle répond, etc. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a 26 volumes de correspondance de George Sand qui ont été ensuite publiés. C'est donc très important, ces formes d'expression liées à l'époque. Oui, parce que ce sont ces réseaux qui se constituent par ces voisinages, ces rencontres et ces correspondances. Votre thèse, Carole Rivière, c'était à l'université de Limoges, sous la direction de... Sous la direction de Soisig Villerbus et de Fabien Connor à l'université Clermont-Auvergne. Avec ici l'idée d'avoir ce réseau dans le Berry, donc au plus près de Nohant, mais beaucoup plus loin encore. Et c'est une histoire aussi de contraste géographique saisissant, parce que quand on dit Nohant, et Michel Perrault, vous nous l'avez rappelé, c'est pas si facilement accessible au 19e siècle, et dans le même temps, le monde entier, du Brésil à la Russie, regarde ce qui se passe à Nohant. Ah oui, George Sand, c'est une véritable citoyenne du monde, on pourrait le dire comme ça. Tout le monde, beaucoup de gens viennent à Nohant, par les transports, bien sûr, qui s'améliorent, qui progressent avec le chemin de fer, bien sûr. Et puis, il y a des révolutionnaires qui viennent à Nohant, à l'époque de l'Europe, puisque l'Europe, et justement, on parlait du siècle des révolutions, alors c'est pas propre à la France, mais la construction des États-nations, et George Sand soutient énormément de causes nationalistes à cette époque-là. Au 19e siècle, elle soutient, dans les années 1830-1840, la cause des Polonais, puisque vous savez bien qu'en plus, elle était avec Chopin, donc elle côtoie l'émigration polonaise,
Grzimala, et puis d'autres poètes. Et puis, elle soutient énormément, effectivement, la cause nationaliste, le Risorgimento italien, avec Mazzini et Garibaldi. Après, elle va même écrire des brochures dans les années 1860 pour Garibaldi. Oui. Il y a une correspondance très intéressante entre George Sand et Mazzini, qui était le républicain italien, en lutte contre la papauté. C'est très important. Il faut pas oublier que George Sand a toujours cru à l'immortalité, tout ce qu'on veut. Mais elle était elle se luttait contre l'Église. Oui, L'Église étant une force de conservation, alors elle était anticléricale. Voilà. Elle était nettement anticléricale au point que, juste comme ça, quand elle est morte, savoir si on allait faire une cérémonie à l'église, ça a été un grand débat parmi ses deux enfants, et l'église a hésité. Est-ce qu'on allait donner l'autorisation à cause justement de son anticléricalisme? Pourquoi est-ce qu'elle était anticléricale? Parce qu'elle trouvait que l'église était alliée à la conservation. Voilà. Et, c'était ça qui était très important. Et à la conservation sociale. Sociale, voilà, cette domination masculine avec la crainte, et vous nous le disiez très bien, pour le vote des femmes, que ces femmes soient influencées par le père, le mari ou le curé. Ou le curé. Qui était aussi cette crainte. Le confesseur. Oui, le confesseur, oui, c'est très juste, on est au temps de la confession. Avec, c'est vrai que cette influence qui dépasse les frontières, nous sommes donc au moment de la République, 1848, 1849, et là, en 1851, le 2 décembre, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État. Assez. Assez, vainqueur. Épargne les forts comme les faibles. Épargne les femmes qui pleurent comme les hommes qui ne pleurent pas. Sois doux et humain puisque tu en as envie. Tant d'êtres innocents ou malheureux en ont besoin. Ah, prince, le mot déportation. Cette peine mystérieuse, cet exil éternel sous un ciel inconnu, elle n'est pas de votre invention. Si vous saviez comme elle consterne les provinces les plus calmes et les hommes les plus indifférents. La proscription hors du territoire n'amènera-t-elle pas peut-être une fureur contagieuse d'émigration que vous serez forcés de réprimer? Et la prison préventive où l'on jette des malades, des moribonds, où les prisonniers sont entassés maintenant sur la paille dans un air méphitique et pourtant glacé de froid? Et les inquiétudes des mères et des filles qui ne comprennent rien à la raison d'État? Et la stupeur des ouvriers paisibles, des paysans qui disent « Est-ce qu'on met en prison des gens qui n'ont ni tué ni volé ?» Nous irons donc tous. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le 20 janvier 1852, donc nous sommes au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, George Sand écrit au prince-président Louis-Napoléon Bonaparte: l'Empire n'est pas encore proclamé, on va attendre un petit peu. Mais le coup d'État, lui, a bien eu lieu. Michel Perrault, on peut parler de courage aussi, parce que le coup d'État du 2 décembre est réprimé violemment. Il y a des déportations, c'est le mot qui est alors utilisé aussi dans cette lettre de George Sand. Écrire au prince-président pour dénoncer tout cela, c'est faire preuve de courage. Elle le connaissait. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être le prince-président, il avait été un opposant parfois et emprisonné au fort de Ham. Et il avait même exprimé par l'extinction du paupérisme qu'il avait publié des idées sociales. Donc il y a eu un moment où elle l'a connu et où elle a même sympathisé avec lui. Et évidemment, le coup d'État change tout. Mais elle a ses entrées. Et c'est pour ça qu'elle peut lui écrire. Et elle n'a jamais fréquenté la cour de Napoléon III. Jamais, jamais, jamais. Elle ne le voulait pas. Mais elle pouvait user de son influence et elle l'a fait pour beaucoup de ses amis, en les faisant sortir de prison. Alors quelquefois, c'était... Bon, on va le libérer, mais il faut qu'il soit déporté. Et il partait en Algérie. Il y en a beaucoup qui sont partis comme ça, en Algérie. Ça a été un véritable remue-ménage. Elle a multiplié les lettres pour les appuyer, au point parfois que certains le regrettaient. Disaient, mais vous n'avez pas à faire ça. Faut pas vous demander rien du tout à cet homme-là. Il faut s'exiler. Faut pas oublier que Victor Hugo s'est exilé. Et Mazzini, par exemple, lui disait « Moi, je vous voyais exilé
hein, et protestant contre l'orage. Donc vous voyez, il y a beaucoup de conflits quand même à ce moment-là. Le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852, c'est la restauration de l'Empire. Pendant 18 ans, que se passe-t-il pour George Sand? Que fait-elle là durant ce temps du Second Empire? Alors, George Sand, effectivement, comme l'a dit Michel, elle est décrédibilisée d'un point de vue politique, avec ses demandes enfin, elle intercède pour ses amis. Certains ne vont pas comprendre, ils vont l'accuser de compromission. C'est tout le problème un peu en politique. Parler avec ses opposants politiques, est-ce que ça n'est pas se compromettre? Bon, ce sont encore des questions actuelles. Tout au long du Second Empire, elle décide de rester en France. Elle pense qu'il vaut mieux agir de l'intérieur. C'est une forme aussi de courage, comme vous disiez tout à l'heure. Elle choisit d'agir de manière plus individuelle. Son réseau politique s'éteint progressivement. Certains meurent, certains sont en exil. Donc, finalement, son action politique s'individualise. Et petit à petit, jusqu'aux années 1870, alors, elle note toujours ses idées politiques dans ses pièces de théâtre. C'est très important, hein. Les pièces de théâtre. Alors, Michel parlait de l'anticléricalisme. Il y a des romans comme Mademoiselle à Quintigny, absolument anticlérical, qui va d'ailleurs conduire à la mise à l'index de l'œuvre de George Sand. Et puis, ensuite, 1870, c'est la Troisième République. Donc là, de nouveau, elle retrouve la République, pas tellement comme elle le voudrait, mais elle revient. George Sand fait toujours de la politique. C'est ce que j'entends en fait de la politique, parce que elle écrit des textes ou des articles politiques, mais toute son œuvre est politique. Ça suinte dans ses romans ici. Ce que vous disiez, Michel Perrault, l'égalité, la liberté, c'est de la politique aussi. Bien sûr, c'est de la politique au sens profond du terme. Hein. C'est pas de la politicaillerie, c'est des attitudes politiques fondamentales. Oui, c'est très important. Et le Second Empire s'effondre en 1870, au moment d'une guerre contre la Prusse. La guerre fut bien triste pour George Sand. Plusieurs de ses fils d'adoption étaient soldats. À l'un d'eux, elle écrivait « N'aie pas de chagrin. N'ayez pas de chagrin, vous avez tous fait votre devoir. Le malheur ne tâche pas, et si la France est dans le sang, elle n'est pas dans la boue. À présent, il faut faire la paix, l'obtenir, et ne pas s'obstiner à la guerre par colère et par vengeance. » Elle savait que la France se relèverait vite. Paysanne berrichonne, elle connaissait les infinies ressources et les prodigieuses facultés de récupération du pays. Elle-même, Sand, elle-même apparaissait comme un symbole de la France. Un instant, la Commune et les répressions qui la suivirent lui firent perdre pied et presque courage. Elle se trouva, au temps de la Commune, en désaccord avec tous. Ses amis politiques lui reprochaient de ne plus comprendre la nécessité des révolutions et des barricades, ses ennemis de manquer de fermeté avec les révolutionnaires, mais elle demeurait fidèle à la doctrine qu'elle appelait celle de l'Évangile selon saint Jean, et que je trouve belle. « Je n'ai pas à me demander, disait-elle, où sont mes amis et mes ennemis. » C'est clair et c'est beau. C'est André Mauroy ici qui s'exprimait en 1950 à propos de George Sand, la guerre de 1870 et la Commune. C'est un moment particulier, la Commune de Paris, où d'ailleurs nous voyons surgir de belles figures féminines. Nous pensons à Louise Michel, bien entendu. George Sand, au moment de la Commune, c'est compliqué aussi. Et puis, il faut rappeler, il y a des effets de génération. Elle est née en 1804. Alors, il ne faut pas oublier qu'elle a publié un journal d'un voyageur pendant la guerre, qui est un livre remarquable, où elle raconte tout ce qui se passe dans le Berry pendant la guerre de 70-71. C'est un de ses meilleurs livres, où on voit ses qualités de reporter, bien sûr. Et la Commune, évidemment, est un problème. C'est un gros problème. Elle n'est pas à Paris, elle est à Nohant. Certains de ses amis participent d'ailleurs à la Commune. Par exemple, Ocante, ça avait été un de ses intendants. Il est dans la Commune de Paris. Mais elle ne la comprend pas. Pas plus que Flaubert n'a compris la Commune. Et elle reçoit, à l'automne de 71, une lettre d'un jeune poète qui lui dit « Mais vous, madame, comment est-ce que vous pouvez condamner ça après tout ce que vous avez fait ?» Elle lui répond une lettre superbe où elle lui dit « Je hais le sang répandu. La Saint-Barthélemy et la terreur,
c'est la même chose. Soyons révolutionnaires, obstinés et patients, jamais terroristes. Et ça, c'est presque son testament politique, si vous voulez. Il faut révolutionnaire, obstiné et patient, pas terroriste. Et on voit bien combien les événements de cette époque-là sont des événements bouleversants, absolument bouleversants. Et cette vieille dame, devenue une vieille dame, est tout de même vigilante et essaie de réfléchir de manière positive tout de même. Carole Rivière, ce moment commun insurrectionnel, et puis ce qui s'ensuit aussi, la République, la Troisième République proclamée. Alors Michel a tout à fait raison de citer cette magnifique lettre, et George Sand, on voit bien que c'est une grande progressiste en fait. Elle est pour le progrès sur le temps long, sur le changement sur le travail des mentalités sur le temps long, et pas pour la violence en politique. Petit à petit, elle est vraiment engagée pour ce progrès social, pour ce progrès politique qui ne peut se faire par des révolutions sanglantes. Ça, elle l'a vu. C'est ce qu'elle a appris tout au long de sa vie. Elle pensait elle a bien vu dans les campagnes que la République était trop attachée à cette période de la terreur, là, pour la Première République. Et donc, les journées de juin 48, pour elle, c'est une nouvelle terreur. Alors, la Commune de Paris, c'en est une troisième, finalement, pour elle. Et puis, en février 1871, les monarchistes gagnent les élections, sous la Troisième République. Alors c'est encore un problème, il y a encore un décalage. Alors pour George Sand, comment les républicains modérés peuvent-ils déjà arriver au pouvoir? Alors c'est compliqué, alors imaginons si c'était des républicains encore plus avancés. Donc pour elle, il faut le temps long et stabiliser la République, ça c'est vraiment très important pour elle. George Sand meurt en 1876. Michel Perrault, on sait bien que la République a fait de Victor Hugo, mort en 1885, la figure tutélaire de la littérature. Pas George Sand, en fait. George Sand, c'est un grand personnage de notre histoire. Elle n'a pas eu ce même statut qu'elle aurait mérité, à l'instar d'un Victor Hugo. Alors, on pourrait réfléchir à l'action de l'un et de l'autre. Mais enfin, en figure féminine, c'est Victor Hugo, quoi. Alors, ça vient probablement de ses positions politiques. Victor Hugo est l'exilé qui rentre, elle est restée, donc on retrouve un petit peu les problèmes politiques que nous avons posés tout à l'heure. Et puis, elle est une femme, et ça demeure. Et ça demeure. C'était important de rappeler toute cette histoire-là avec cette conclusion que vous nous offrez, Michel Perrault, parce que ça me permet, moi, d'envoyer auditeurs et auditrices vers votre ouvrage, Le temps des féminismes, avec Eduardo Castillo, puis évidemment, George Sand à Nohant, que vous avez publié, ou alors Ces femmes rebelles, Olympe de Gouges, Flora Tristan et George Sand. Et merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire, Carole Rivière, Michel Perrault, pour conclure cette série consacrée à George Sand, Histoire de Séville. Ce sont des épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Merci vivement à toutes les deux. Merci à vous. Nous aussi, nous avons nos moments d'abattement et de désespoir, où il nous semble que le monde marche follement vers le culte des dieux de la décadence romaine. Mais si nous tâtons notre cœur, nous le trouverons épris d'innocence et de charité comme au premier jour de notre enfance. Eh bien, faisons tous ce retour sur nous-mêmes, et disons-nous les uns aux autres que notre affaire n'est pas de surprendre les secrets du ciel au calendrier des âges, mais de les empêcher de mourir inféconds dans nos âmes. Un extrait d'Histoire de ma vie de George Sand, lu par Pauline Ziadé, qui a été toute la série du cours de l'histoire, notre George Sand à nous, une série à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France pour des émissions réalisées par Thomas Beau. Aujourd'hui à la technique, Paul Guigues. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix. À très vite sur franceculture.fr et donc l'appli Radio France.